Mais on va pas commencer sans une imitation d'Elephant Man par Olivier Grinard. Ouais, mais je n'imite que la version française. Bah, vas-y. Tout le monde a été très gentil. Et qu'est-ce qu'on vous donnait à manger? Des pommes de terre. Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Transmission spéciale confinement. Nous avons essayé, aujourd'hui nous faisons un test, de faire un enregistrement de transmission à distance en ce temps lugubre du coronavirus. Malgré tout, nous essayons, Lucien, Manu et moi-même, de pouvoir vous offrir de nouvelles émissions. Lucien, es-tu là? Oui, salut les gars. Manuel, es-tu là? Oui, et je te reçois 5 sur 5, Olivier. Magnifique, donc ça fonctionne. Bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, une émission spéciale à l'occasion de la ressortie qui était prévue le 25 mars et sa réédition sur support physique en Blu-ray et en UHD par l'éditeur Carlotta. Nous parlons donc aujourd'hui d'Elephant Man, le film de David Lynch sorti initialement en 1980, autrement dit il y a 40 ans. Quand David Lynch entame la production d'Elephant Man, il n'a à son actif que 2 courts-métrages, The Alphabet et The Grandmother, et bien sûr son premier long, Eraserhead, qu'il a autoproduit et dont le tournage s'est étalé sur presque 3 ans. Alors que David Lynch travaille sur un projet intitulé Ronnie Rocket, entre en scène Stuart Kornfeld, producteur, collaborateur et ami de Mel Brooks. En aficionado de cinéma expérimental, Kornfeld voit et adore Eraserhead. Il rencontre David Lynch, puis tente dès lors de trouver les fonds nécessaires à la mise en chantier de Ronnie Rocket. Quelques mois plus tard, le producteur reçoit une première version du script d'Elephant Man, et alors qu'il désespère de ne pouvoir trouver des fonds pour un projet atypique comme Ronnie Rocket, Stuart Kornfeld propose Elephant Man à David Lynch qui, d'après la légende, déclarera son intérêt sans même avoir lu le scénario, mais juste en se fiant au titre lui-même. À l'époque, Anne Bancroft, interprète de Mrs. Robinson dans Le Lauréat, est l'épouse et la collaboratrice de Mel Brooks. Très intelligemment, Stuart Kornfeld lui fait parvenir une copie du scénario d'Elephant Man qu'elle adore. Elle le fait lire à son mari, qui décide alors d'en faire la première production de sa nouvelle société, Brooks Film. Selon les dires de Lynch à l'époque, personne ne voulait voir un film sur un monstre pareil, et donc ils avaient du mal à trouver de l'argent. On va préciser quelque chose, c'est que Stuart Kornfeld, c'est entre autres le producteur de La Mouche, de Mimic de Del Toro et du Kafka de Soderbergh, pour resituer un petit peu la filmographie du bonhomme et l'univers des films qu'il portait. Lucien, j'essaye de faire quelque chose de chronologique, tu sais, donc je ne parle pas de La Mouche, puisque nous sommes antérieurs, n'est-ce pas? Le scénario est inspiré des mémoires du Dr. Frederick Treves, The Elephant Man and Other Reminiscences, qui est paru en 1923. Ce scénario, il a été réécrit en profondeur par David Lynch et les 2 co-scénaristes originaux sous l'œil bienveillant de Mel Brooks qui les encouragea à prendre leur distance avec les réalités. Alors, l'histoire c'est quoi? L'histoire ça se déroule bien sûr, enfin le film est très très connu mais bon, se déroule dans le quartier tristement célèbre de Whitechapel à Londres à la fin du 19e siècle. Dans une foire, le docteur Frederick Treves découvre John Merrick, un homme atteint de difformité osseuse qui lui donne une allure monstrueuse. On retrouve aussi au casting les acteurs britanniques John Gielgud et Wendy Hiller, Anne Bancroft elle-même, l'épouse de Mel Brooks à l'époque, et aussi Freddie Jones dans le rôle de Bites, un acteur qui était alors habitué des productions de la Hammer. À la photographie, qui est quand même remarquable du film, je ne sais pas si on l'a dit, mais le film est en noir et blanc, c'est Freddie Francis, qui était aussi un chef opérateur et un réalisateur anglais qui a travaillé pour la Hammer. Il a notamment travaillé avec Christopher Lee et Peter Cushing, et c'est aussi le chef opérateur des Innocents de Jack Layton, et on le retrouvera plus tard sur Les Nerfs à vif de Scorsese. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Manuel, tu me tires les mots de la bouche. En effet, c'est un gars qui était un directeur de la photo assez connu, Les Innocents, il a travaillé avec Powell, Pressburger aussi. Enfin, après, il est devenu réal pour la Hammer, pour la télé. Et puis, il retravaillera 2 fois avec Lynch.
notamment sur Dune et sur Une histoire vraie en 99. Bref, quand Elephant Man sort, c'est un immense succès critique public. Et David Lynch partira alors réaliser Dune sous la houlette de Dino De Laurentiis. La suite, peut-être qu'on en parlera un jour, mais c'est une autre histoire. Maintenant, messieurs Lucien Alphonse, monsieur Manuelas, expliquez-moi quelle est l'empreinte du David Lynch de Blue Velvet, Twin Peaks au Mulholland Drive sur Elephant Man. Avant ça, moi j'aimerais peut-être juste rajouter quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais qui n'est peut-être pas tellement. Le film avait eu 10 nominations aux Oscars. 8. Bon. Beaucoup de nominations aux Oscars, n'en avait reçu aucun, je crois. Et c'est dès l'année suivante que le premier Oscar du meilleur maquillage a vu le jour avec le Loup-garou de Londres de Landis. Et ce serait apparemment lié au fait que les gens étaient un peu scandalisés que ce film-ci, Elephant Man, n'ait pas pu recevoir un prix pour son maquillage. Oui, et ce qui est aussi paradoxal avec Elephant Man, c'est que c'est peut-être une des raisons pour laquelle aussi on a choisi ce film-là de David Lynch, au-delà même de l'actualité de sa ressortie, c'est que c'est souvent un film qui est aussi un peu minoré dans la filmo de Lynch, qui est souvent à tort considéré comme un film de Lynch par un peu ceux qui n'aimeraient pas le cinéma de Lynch. Ce qui, à mon sens, est un peu une absurdité parce que c'est un peu comme si on limitait Lynch à un seul aspect de sa filmographie, celui d'ausculter les zones d'ombre de la psyché humaine, un certain attrait pour l'étrangeté. Et vu qu'Elephant Man ne cadre pas vraiment avec cette image d'Épinal, d'une certaine façon, c'est un film qui est un peu relégué en dehors de sa filmo, alors que justement, c'est un film qui embrasse un aspect beaucoup plus lumineux de sa filmographie. Ouais, lumineuse avec quand même une forme de... Si, elle est lumineuse, parce que même dans les personnages les plus antagonistes et les plus violents vis-à-vis de Merrick, d'Elephant Man, il y a un aspect quand même très pathétique. Tu le vois chez le personnage de Byte, qui est celui qui en fait un phénomène de foire, ou son bourreau, qui est le veilleur de l'hôpital. Malgré leur brutalité, ils ont quand même un aspect pathétique. Et malgré l'aspect tragique qu'il y a à la fin, le film est quand même montré comme un achèvement, un accomplissement. Comme un accomplissement, mais en même temps, on pourrait voir une partie de la morale du film comme préférant la victoire de l'esprit sur le corps. Mais ce n'est que cette victoire, en fait, elle arrive à la fin, mais elle n'est que de très courte durée. Et elle reste très théorique, puisque Merrick, à la fin, bien conscient de l'incertitude de son avenir et en faisant un peu la balance entre les beaux et les plus ignobles moments vécus, finira par choisir, on peut spoiler le film parce que tout le monde l'a vu, par choisir la mort. Donc, je sais pas si on peut dire que le film est lumineux. Le film porte une morale lumineuse, on peut dire ça comme ça, mais l'achèvement du film est quand même d'une noirceur assez profonde. Ouais, mais il y a quand même un aspect très élégiaque dans cette fin-là, dans la manière dont est montrée sa mort. Ah oui, avec la musique de Barber, etc. Oui. Ouais, il y a vraiment un rituel, il y a la musique, et je suis pas d'accord avec cet aspect très théorique dont tu parles, parce que c'est quand même un film, même si souvent dans le cinéma de Lynch, c'est souvent la sensation qui prime, là on est porté vers l'émotion tout au long du film, et cette scène-là, elle verse vraiment dans le côté émotionnel du cinéma de Lynch. Mais moi je suis pas d'accord je suis plutôt sur une fin qui est assez, comme le disait Manu, élégiaque, lumineuse, parce que c'est la première fois que je le ressentais vraiment comme ça, puisqu'il y a quand même la scène juste avant où John Merrick dit à Frederick Treves « Maintenant, je me suis accompli, car il m'aimait. » En fait, il revient du théâtre, tous les gens l'ont applaudi, dans justement un rapport qui est passionnant à débattre, qui est quel est le regard qui est porté sur lui à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on l'applaudit à ce moment-là alors qu'il est exactement dans une situation similaire à celle dans laquelle il se trouvait au début. Mais n'empêche que moi, en tout cas ce qui m'a frappé cette fois-ci en le revoyant, c'est que j'ai l'impression que c'est l'histoire d'une transformation du regard qui est sur John Merrick. Et à ce moment-là, quand il dit que les gens l'ont applaudi parce qu'il l'aimait et non pas parce qu'il n'a pas entendu des cris de dégoût, et qui se dit je me suis accompli pour moi en sous-texte c'est je me suis accompli parce que j'ai changé le regard des gens, et quelque part John Merrick accepte sa condition de monstre lui-même, parce que il y a aussi un moment un peu plus tôt qui ressemble justement à la fin où il est avec Frederick Treves et il lui dit mais est-ce que vous pouvez me guérir? Et Frederick Treves lui dit non, je ne peux pas.
Je peux vous Et en soigner, fait, mais pas vous guérir. oui, voilà, je peux vous faire du bien, mais je peux pas vous guérir. Et pour moi, dans cette fin, j'ai l'impression que Elephant Man, même plus que John Merrick, s'est accompli et il sait qu'il est un monstre et qu'il le restera et qu'il ne peut pas aller au-delà de l'accomplissement qu'il a eu C'est ça, cette soirée-là et que c'est pour ça qu'il décide de mourir. C'est toute la question à la fin. C'est est-ce que on pourrait même aller plus loin en se demandant si c'est pas aussi cette perpétuation, ce surplus de visibilité au théâtre qui perpétue un peu des choses qu'il a connues, ou la puissance du plus bel instant de beauté qu'il ait connu, qui le pousse à sauter la vie après. On ne sait pas, comme tu le disais, si ces gens applaudissent l'incroyable force de résilience et de courage de cet homme, ou celui qu'il voit comme une bête. Et cette scène-là permet en fait de voir les choses différemment dans la dichotomie bourgeois-peuple dont le film fait forte figure. Parce qu'au final, tout le long du film, à part certains personnages qui ont un parcours différent, mais malgré les manières et les dissimulations que Merrick imagine comme un idéal des bourgeois fortunés, ceux-ci fonctionnent vraiment sensiblement de la même façon, soit par la pitié, soit par la curiosité voyeuriste que les ouvriers et les gens du peuple, à l'exception peut-être en effet du docteur qui, grâce à son parcours avec Merrick, apprendra à l'aimer, et peut-être aussi Motherhead, la chef infirmière, qui a aussi un parcours similaire. Et l'actrice qui, elle, pour le coup, en tant que créatrice qu'elle est, et on sait à quel point Lynch aime les artistes, ce personnage semble attiré par la singularité et sans arrière-pensée, par la singularité de Merrick. Donc, Tu parles d'Anne Bancroft, là. Je parle d'Anne Bancroft, je me souviens plus de son nom dans le film. Ouais, mais justement, Anne Bancroft, il y a tout un parallèle qui est fait avec, pour le coup, sans qu'on comprenne vraiment toute la signification avec sa mère, avec ce portrait qu'elle lui offre et qui fait écho à celui de la mère de Merrick. Ah oui, il y a une scène vraiment oedipienne quand il joue Shakespeare. Oui, tout à fait. Et ce qui est aussi intéressant dans ce que tu disais, Olivier, par rapport à cette espèce de transformation du regard des personnages, la forcerie du spectateur sur John Merrick, et c'est quelque chose qui m'a frappé en le revoyant, c'est comment Lynch dilate l'apparition d'Elephant Man en pleine lumière. Ça arrive à peu près à 30 minutes de film. Ça arrive lors de leur première vraie rencontre, en fait. Ouais, tout au début, t'as juste des esquisses du personnage. On le voit d'abord dans la pénombre chez Bites, puis avec son manteau et son sac là sur la tête. On le voit en homme chinois lors de la présentation devant l'Académie de médecine. Et il retarde la chose pour te le montrer en pleine lumière au moment où c'est justement un personnage périphérique annexe qui est confronté à lui et qui a peur, un peu comme Merrick a peur. Tous les deux, ils ont peur en fait. Oui, justement, je voulais. Il y a deux sons de cloche par rapport à ce retard de ce premier plan frontal où tu vois John Merrick. En fait, a priori, Lynch aurait tourné davantage dans la scène où Treves le voit pour la première fois, et il aurait même monté davantage. Mais c'est Mel Brooks qui lui aurait dit non, tu dois retarder l'apparition pour que justement ça ne soit pas un freak show, que ce soit qu'on soit dans un autre rapport par rapport au personnage à ce moment-là. Ça, c'est une première version. Et la deuxième version que j'ai entendue, c'est que ils auraient tourné dans l'ordre chronologique et que le maquillage n'était pas prêt. Et donc du coup, qu'il aurait été quelque part forcé de retarder cette apparition. Mais en tout cas, Lynch lui-même ne s'attribue pas le mérite de cette idée. Ouais, moi j'avais entendu la première idée dont tu viens de parler, et je trouve qu'en fait elle fait assez bien sens. Je ne sais pas exactement, je suis pas dans les petits papiers de Lynch, je ne sais pas exactement où se trouve la vérité, mais j'ai envie de croire celle-là entre guillemets parce que je trouve qu'elle fait sens dans le film. Oui, et en plus dans l'état, elle fonctionne. Et en plus, elle joue sur cette idée de transformation de regard dont parlait Olivier. Elle joue aussi au montage sur la manière dont chaque fois, ce qui est apparenté au rêve de John Merrick, qui sont les parties a priori les plus ouvertement lynchiennes, on va dire, elles sont chaque fois raccordées, lorsqu'on revient à la réalité, au regard d'Anthony Hopkins. Donc il y a un peu cette idée de flottement et de passage de relais entre les deux personnages. Mais je suis absolument d'accord là-dessus, et je trouve même que la première vraie rencontre qu'ils ont ensemble, la première vraie discussion qu'ils ont ensemble dans la chambre d'hôpital, il y a à travers un simple chant contre chant, Lynch va par la lumière et par la profondeur de champ montrer John Merrick vraiment acculé et presque se fondant dans le mur gris derrière lui.
donc vraiment contre ce mur, et face à lui le docteur qui va être vraiment mis en lumière, détaché du fond par la profondeur de champ et par son statut social dans le film. Et au fil du film, Merrick va s'affirmer par rapport va d'abord aller vers la lumière littéralement, mais va aussi se détacher de simplement du décor qu'il y a derrière lui. Jusque fatalement dans la scène, dans la scène presque finale, dans la scène dans la loge du théâtre, où là il est littéralement en pleine lumière. Bah, de toute façon, il y a un travail très clair à la fois sur les décors et la lumière. On a une lumière qui joue beaucoup sur les contrastes. Quand on est en intérieur, on est dans un espace extrêmement lumineux, là où lorsqu'on est en extérieur, on est en étant beaucoup plus sombre, charbonneux. Et donc, tu as vraiment un jeu assez clair d'inversion avec des intérieurs lumineux, des extérieurs sombres. Et au niveau des décors, de la scénographie, on voit cette pièce dénudée qui sert de chambre à Merrick, et au fur et à mesure, elle se remplit d'objets, de cadres, pour devenir une sorte d'intérieur bourgeois, un peu à l'image du salon de Hopkins. C'est peut-être quelque chose qui traduit l'embourgeoisement, ou du moins l'aspect un peu factice dans la manière dont il est accepté par la société victorienne de l'époque. Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire, Manu. Pour rebondir sur ce qu'on disait plus tôt, je trouve que le noir et blanc et le scope permettent vraiment d'éviter une trop grande, mise en scène de la laideur, de la difformité. On en a parlé il y a très peu je pense qu'en off, on en parlait, il y a très peu de gros plans. Et le personnage est filmé de manière presque naturaliste, presque à certains moments, ce qui pourrait être vraiment très antinomique du style de Lynch tel qu'on l'entend d'habitude, vraiment sans phare et comme faisant partie du décor comme toute autre personne. Et c'est là en effet que ce décorum dont parle Manu a une importance toute particulière, parce que au fur et à mesure du film, ce personnage va s'intégrer à ce décor. Et je trouve que la manière de le filmer avec ce scope et ce noir et blanc le magnifie vraiment ce côté-là du film. Mais justement, en fait, dans la première scène, la première scène où tu vois vraiment John Merrick, celle où l'infirmière vient lui apporter le plat et que tu le vois à ce moment-là, t'es vraiment dans une focale normale, une lumière qui justement ne va pas aller dans les côtés expressionnistes qu'elle travaille très fort quand on est à l'extérieur. On est vraiment dans une espèce de simplicité quelque part, tu vois. C'est ça. Et c'est en ça que cette apparition, enfin, c'est notamment en ça que cette apparition est si forte, et aussi le fait que la suprême intelligence d'avoir fait cette apparition par le biais de l'infirmière, parce que le premier regard que tu peux avoir sur John Merrick est un regard en effet qui est horrifié, comme la majorité des personnages du film, et comme le personnage de l'infirmière réagit très fort, ça te donne une soupape toi en tant que spectateur, et tu peux à partir de ce moment-là commencer à rentrer directement dans autre chose qui est de la frayeur. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est justement tous ces moments où on le voit pas, c'est en fait tous les moments où il est le plus monstrueux, où il embrasse vraiment une imagerie de film d'horreur, où il est vraiment iconique avec cette grande cape, ce drap sur le visage, du moins sur la tête. Il y a aussi un traitement qu'on retrouve dans les angles de caméra. On est beaucoup plus dans des plongées, des contre-plongées qui sont vraiment des plongées, des contre-plongées extrêmes dans ces moments-là. Alors qu'une fois qu'on découvre Merrick, on est vraiment dans un axe caméra qui est beaucoup plus proche du regard. Tout à fait. Et moi, je trouve que la scène où Frederick Treves montre John Merrick à l'ensemble des docteurs de l'hôpital, il y a ce côté ombre chinoise qui est fait par Freddie Francis, qui est vraiment très très malin, parce que donc nous, il y a une anticipation du monstre à venir quelque part. Il y a tout un jeu qui va faire monter cette sauce-là, et qui quelque part montre justement John Merrick encore de nouveau comme une attraction de foire. Et je trouve que le jeu de Hopkins à ce moment-là est très subtil et très fin, parce que on sent qu'il a construit son discours pour impressionner ses collègues. Et d'ailleurs, Lynch fait ça très bien, parce que dès que les rideaux se ferment, tout le monde applaudit, tous les docteurs applaudissent d'un coup. Et donc on sent vraiment quelque part que l'intention de Frederick Treves dans cette scène-là, c'est quand même un petit peu de se faire mousser auprès de ses collègues, un petit peu, même si Hopkins ne le joue vraiment dans une subtilité. Ouais, une subtilité qu'on lui connaît assez peu en fait. Ouais. On ne sait jamais vraiment percer ses intentions en fait à Frederick Treves. Il a l'air toujours sympa, mais la clé du film, pour moi, elle est vraiment dans cette scène du milieu du film où il a une insomnie et dit « Je suis comme Monsieur Bites ».
Exactement, ouais, exactement. Mais c'est toute l'intelligence du film, et c'est en fait, je pense que bon, le film est extrêmement émouvant, et je pense que cette émotion naît de plusieurs choses, de tout un tas de choses, ouais, de son étrangeté. D'abord, j'aime beaucoup la manière dont le film oscille un peu en permanence entre un lyrisme dramatique, parfois presque de l'épouvante, mais à certains moments un humour très noir. Mais c'est surtout, je pense qu'en tant que spectateur, on a une facilité à se reconnaître dans le trajet émotionnel de Hopkins, ou même, comme j'en parlais plus tôt, de Motherhead, l'infirmière en chef, ou même des autres infirmières et de la femme d'Hopkins. Je sais plus comment tu formulais ça plus tôt, mais tu parlais de trajet par rapport à sa propre monstruosité, que moi j'aurais qualifié de trajet à travers l'innocence de Merrick jusqu'à la scène dans les toilettes de la gare, qui résonne comme un point de non-retour pour lui, qui fait ouvertement référence au M de Lang. Mais il y a aussi vraiment un trajet du spectateur et du personnage de Hopkins par rapport à ce personnage de Merrick, et c'est ça qui fait monter l'émotion tout du long du film. Mais n'empêche que Frederick Reeves, il est constamment dans un jeu de miroir avec Bites, mais tout le temps. Tout le temps. Et encore la scène finale, enfin la scène du théâtre à la fin, c'est Frederick Reeves qui va dire à John Merrick, levez-vous, ils veulent vous voir. Exactement. Et ce sont les mots que dit Bites quand il montre sa créature, entre guillemets. Mais il y a plein des parallèles comme ça, il y en a plein, hein, entre... en fait, moi j'avais un souvenir d'un film où vraiment, je l'ai toujours adoré, mais ça faisait des années que j'avais plus vu, et j'avais souvenir en tout cas de m'être déjà posé la question, quel est le regard que porte le film sur le milieu ouvrier, qui est vraiment montré comme dégueulasse. Et en fait, non, le film est beaucoup plus fin que ça. Les ouvriers, en effet, eux, semblent reproduire sur Merrick les sévices que leur fait vivre les industries de l'époque victorienne pour lesquelles ils travaillent. Je trouve d'ailleurs que les scènes montrant leur corps déformé par le travail, les machines, etc., sont filmées avec la même empathie que n'est filmé John Merrick. Ça les rapproche dans leur difformité, dans leur. Ouais, mais c'est quand même juste des mises en parallèle. On voit assez peu cette classe ouvrière au travail, Lucien. Elle est vraiment montrée qu'en parallèle et en reflet symbolique du corps difforme de Merrick. Ouais, mais ça fonctionne super bien, moi, je trouve. Mais surtout les deux personnages qui vont prendre John Merrick pour l'exploiter, et qui donc justement portent ce regard mauvais, donc qui sont Bites et Jim, le veilleur de nuit, sont montrés aussi ouvertement comme des alcooliques. Il y a une espèce de côté où ils sont montrés avilis par les conditions de vie dans lesquelles ils évoluent, quoi. C'est certain, ouais. Et c'est ça que je disais en tout début de ce podcast, c'est qu'ils sont vraiment assez pathétiques, malgré leur brutalité. Tout à fait. Ils n'ont pas cet aspect aussi brutal ou archétypal de certains méchants de la filmographie de Lynch. Je pense notamment à Dennis Hopper et Ray Wise. Et Freddie Jones, c'est un acteur fabuleux, hein. Dans le film, il est vraiment monstrueux, quoi. Enfin, d'ailleurs, le film est globalement sublimement bien interprété. Ouais, je suis absolument d'accord là-dessus. Et c'est vrai qu'on peut faire il y a un parallèle très clair entre le personnage d'Hopkins, il faudrait qu'on retrouve son nom, et Bites, Treves et Bites. Mais il y a aussi un parallèle à faire entre Merrick et celui qui est crédité comme Bites Boys, qui est joué par Dexter Fletcher, là, qu'on verra par la suite dans le cinéma anglais plus vieux. Cette espèce d'enfant abandonné, et lui aussi maltraité par Bites, de manière assez malaisante d'ailleurs au début. Probablement que c'est dû à son jeune âge, mais il y a un truc, la manière dont il est traité par Bites me met très fort mal à l'aise. Et c'est aussi un personnage qui semble avoir de l'empathie pour Merrick, parce qu'il le comprend en fait. Ouais, tout à fait, effectivement. Et ce qui est aussi d'intéressant dans la scénographie que met en place Lynch, ce qui a notamment trait à la chambre de Merrick, c'est cette idée de cathédrale qu'il va construire devant sa fenêtre. Une fenêtre qui donne sur un mur, et ce que je trouve assez beau, c'est que dans cette scénographie très minimaliste que Lynch, il arrive à te faire comprendre cette idée, cette métaphore, avec Merrick qui essaye de construire cette cathédrale en imaginant les fondations, alors qu'il ne voit que le clocher de cette cathédrale qu'il est en train de reproduire, et cette idée que il doit faire avec son corps difforme qu'il a, qui est le sien, et il essaye d'en réimaginer les contours comme il le fait un peu avec cette cathédrale. C'est vrai. C'est très joliment dit. Ouais. Mais en effet, comme tu disais,
Lucien, moi j'avais pas vu de parallèle entre l'enfant dickensien et John Merrick, mais des parallèles il y en a tout le temps, et c'est pour ça que je disais que Tout le c'était temps. un film qui est sur l'intention et le regard, et sur la subjectivité aussi du regard, parce que t'as notamment un moment, deux scènes qui sont mises presque juxtaposées, où t'as la comédienne qui est jouée par Anne Bancroft et Jim, le veilleur de nuit, qui vont lire le même article de journal. Ils vont Ouais. lire le même article et ils vont le lire de deux manières complètement différentes, qui est complètement teintée par leur subjectivité. Et justement, j'ai l'impression que le cœur du film, il est vraiment là-dessus, sur comment ton regard à toi est stéréotypé ou peut changer ou est imprimé par les conditions sociales dans lesquelles tu vis. Ouais, c'est sûr. On pourrait même aller plus loin en voyant là, par exemple, la scène d'ouverture, la scène de rêve et la scène de fin, qui semble un peu représenter la psyché du personnage, qui à un moment, on se demande même s'il s'imagine pas comme une hybridation entre un éléphant, enfin entre l'homme et l'animal. Il y a vraiment des superpositions visuelles et sonores entre la mère et l'éléphant. On se demande même si c'est pas à un moment, enfin cette scène ressemble, c'est plus la mère est renversée par un éléphant ou si c'est un viol. Mais il y a quand même un gros plan sur la trompe de l'éléphant, Ouais. suivi d'un plan sur le visage de la femme qui hurle allongée. Ouais. Et d'ailleurs, il va associer à nouveau par rapport à cette même idée de mettre les scènes et les choses en parallèle. Plus tard dans le film, deux scènes vont rappeler celle-là. Il y en a une quand Merrick revient à Londres, qui rentre dans la gare et qui renverse une jeune fille, comme l'éléphant a renversé sa mère et qui aurait créé sa difformité, à la différence que lui est poursuivi par le peuple, malgré que ce soit un accident, contrairement à ce qu'on peut imaginer par rapport à l'éléphant. Et aussi cette idée qu'il y ait pu avoir un viol de l'éléphant, que Elephant Man, que John Merrick soit le résultat d'une hybridation entre l'éléphant et sa mère, entre l'homme et l'animal, à travers un viol, fait référence aussi plus tard à une scène d'attouchement plus tard qui est d'une terrible violence, je trouve, entre John et une jeune femme, qui met en avant d'abord l'extrême complexité du désir humain parmi tous ces gens qui cherchent à vouloir voir ça, l'attirance pour les choses dites contre nature, la difformité, etc. Et c'est même une scène qu'on pourrait voir réinventée dans l'œuvre de Lynch, dans C'est Laure et Lula, avec le personnage de Willem Dafoe et Laura Dern. Et je trouve qu'à travers cette scène dans Elephant Man, en dehors du fait qu'on puisse la rattacher vraiment dans l'œuvre de Lynch, ça met vraiment en avant tout ce discours sur le regard et même sur le voyeurisme de tous ces personnages, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau social, je vais dire. C'est vraiment un thème central dans le film, que ce soit celui le voyeurisme des badauds spectateurs, de ceux du théâtre, des médecins, des ivrognes, de toi-même en tant que spectateur. Et ça finit même par te questionner ton propre voyeurisme et sur l'émotion que tu ressens pour ce personnage dont on ne peut au final qu'imaginer le ressenti et la douleur. Merci Lucien. En fait, vous allez pas vous échapper comme ça, les gars, parce que je vous demandais, en gros, la question d'accroche de l'émission, c'était qu'est-ce que le film a de lynchien et qu'est-ce qu'il n'y a pas. Donc moi, je vais vous dire un petit peu mon impression de ça. Ce qui manque cruellement, enfin quelque part, pas cruellement, parce que je trouve que le film est sans doute celui que je préfère de David Lynch, mais il y a une composante essentielle du cinéma de David Lynch, c'est l'American Way of Life. David Lynch, c'est vraiment un Américain. Et ici, il doit tourner en Angleterre un film qui se passe à Whitechapel. Et donc, lui, il a eu un peu de mal, j'ai l'impression, à s'approprier ce film. Et il y a une histoire qui a l'air beaucoup plus anecdotique que ce que je pense qu'elle n'est au fond. C'est que Lynch, quand il a commencé à travailler sur Elephant Man, il a voulu lui-même créer le maquillage de John Merrick. Et puis il s'est planté, c'était pas du tout assez souple, etc. Et ça n'a pas fonctionné. Et donc ils ont perdu énormément de temps parce qu'il avait voulu faire ce maquillage. Donc il a vraiment fait ça sur sa fille Jennifer Lynch, qui est devenue réalisatrice depuis. Enfin bon, il avait fait un moulage, il est allé sur le tournage du film de Cimino, il a fait un moulage de la gueule de John Hurt, il a fait tout un truc. Et il s'est aperçu que ça marchait pas, quelques jours avant d'aller à Londres. Donc après ça, il a eu très très peur de se faire virer.
Et donc ça n'a pas marché et on a appelé, je ne sais plus, malheureusement son nom m'échappe, mais un autre maquilleur pour remplacer le test. Et donc j'ai l'impression que Lynch, il a voulu s'approprier son film vraiment dans la matière, que en vrai artiste plasticien, il a voulu mettre les mains dans la pâte et que quelque part il s'est foiré et il n'a pas réussi. Et après, en fait, le truc c'est qu'il s'est retrouvé à Londres et il savait pas, pendant tout un temps, il savait pas comment il allait faire son film. Et Lynch, vous savez, comme moi, il est un peu ésotérique et il a visité le quartier de Whitechapel avant qu'il soit démoli. Il a été démoli l'année suivante, en fait. Il y a eu des gros travaux et tout. Et Lynch dit j'ai visité un asile pour mendiants qui était tout près de la cathédrale Saint-Philippe, là où les événements ont vraiment eu lieu. Et Lynch, donc comme il est un peu ésotérique, il a dit oui, vous savez, les murs vibrent, les murs sont empreints de l'histoire qu'ils ont traversée. Et j'ai été dans ces ruines et là j'ai vu le film. Et là j'étais dedans. Et là je savais comment j'allais faire le truc. Et donc, il a eu un besoin de s'approprier la matière et d'avoir un flash qui est par rapport à la matière. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un truc qui est très flashant dans le film, c'est qu'au début du film, l'hôpital, on dirait qu'il vit, on dirait que c'est un corps humain. Dans tous les plans, je sais pas si vous avez remarqué, mais surtout dans le premier tiers du film, je crois, il y a de l'eau, du feu, du gaz tout le temps dans le film. Il y a une espèce de truc où l'hôpital, il y a une espèce de rapport organique au décor. Et je trouve que c'est un truc qui réussit super bien. Ouais, et qui contamine tout, puisque de toute façon, c'est son propos. Il fait un parallèle constant avec les corps des ouvriers émériques, avec l'apparition du veilleur de nuit qui est montré en gros plan, là, en train d'allumer sa cigarette, et puis après on raccorde avec le gaz des lampes, qui sont en train de s'allumer. Donc il y a toujours une mise en parallèle, il y a vraiment quelque chose d'organique qui relie tout ça. Et là, en effet, le film, je le trouve très lynchien. Vraiment Absolument, très lynchien. Il y a aussi, en parlant du film plus tôt, on a déjà ressorti pas mal d'arguments qui sont très lynchiens, mais ce que tu dis est très vrai. Il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est le travail sur le son qu'on va retrouver dans Elephant Man, comme très souvent chez Lynch, met en scène presque autant que l'image et prévient même parfois de l'horreur à venir par ces sons de basse presque drones ou bien des bruits de portes grinçantes. Tu disais que, Manu, plutôt que le parallélisme avec le milieu ouvrier n'arrivait que par instant et restait du parallèle, il y a quand même un bruit de machinerie quasi permanent qui rend pour moi le poids de l'industrie sur le bas peuple de cette époque vraiment omniprésent. Oui, mais il est vraiment présent par le son. Mais dans ce que je voulais dire, Lucien, c'est que je pense pas que Lynch soit un auteur à thématique sociale. Du moins, pas avec cet ancrage-là. Non, c'est sûr que non, mais là, pour le coup, il y en a. Ouais, il l'utilise pour un parallélisme, pour en faire une métaphore, mais il n'y a pas vraiment de représentation du peuple en tant que tel dans son cinéma. Du moins, pas à ce niveau-là, quoi. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. C'est en ça que je m'arrêterai dans la comparaison, parce que c'est plus le motif, ce parallèle, avec le début de l'ère industrielle qui l'intéresse et ce que ça évoque en termes de choc, de texture, de choc visuel, mais je crois pas qu'il y ait de propos en tant que tel posés dessus, ou même pas si profond que ça. Si profond que ça, non, ça je suis d'accord. Maintenant, à partir du moment où tu montres des gens littéralement se tuer au boulot, fatalement tu vas créer oui, mais le cinéma de Lynch, pour moi, il est quand même de l'ordre, c'est quand même un cinéma de la sensation et pas forcément un cinéma de l'intellect. Mais oui, mais là je suis absolument d'accord. C'est un plasticien à la base, le paradoxe qu'il y a toujours autour de Lynch. Absolument d'accord. Où souvent, c'est des films rébus, un peu pour Happy Few, on essaie d'en comprendre le sens, alors que pour moi, ça n'appelle qu'à t'y perdre. Et à ne faire qu'appel qu'à la sensation. Ici, on est plus dans l'émotion qu'à dans la sensation, dans le cas d'Elephant Man, qui est un film plus narratif, ce qui est peut-être aussi une raison pour laquelle il est un peu dédaigné. Moi, justement, ce que je trouve d'intéressant, de fascinant dans Elephant Man, c'est qu'en tant que spectateur, ce qui me paraît le plus daté, en tout cas ce qui a le moins bien vieilli dans ces films-là, c'est ce qui sont les aspects les plus ouvertement lynchiens, presque caricaturaux. C'est le prologue, en particulier cette scène de vision, de rêve, là où il y a la mer et l'éléphant, qui plastiquement, je trouve que c'est très en deçà de certaines visions qu'aura Lynch, et à mon sens, c'est pas forcément la meilleure porte d'entrée pour rentrer dans le film. Je trouve qu'il y a des autres visions, les autres visions qu'on a au sein du film sont beaucoup plus habitées, beaucoup plus incarnées, parce que d'une certaine façon, elles entremêlent beaucoup plus la réalité, le rêve, le cauchemar, que dans le prologue, où là on a une vision très enfantine, presque kitsch. C'est quelque chose, c'est un peu qui caractérise le cinéma de Lynch. Le kitsch, c'est pas du tout un aspect négatif, mais d'une certaine manière, je trouve que ces aspects-là ont beaucoup moins bien vieilli dans le film. Tu parles
d'un aspect très enfantin, très naïf, mais je suis absolument d'accord avec ça, et je préfère en effet ce qu'on pourrait appeler les deux scènes de rêverie qui viendront par la suite, vraiment littéralement le rêve et la toute fin du film, à son ouverture. Mais tu parles de vision enfantine et naïve. En effet, pour moi, la scène d'ouverture, elle représente la psyché, comme je le disais plus tôt, du personnage, qui est un personnage particulièrement innocent, en tout cas en début de film, et même tout le Oui, long du mais film. elle est très paradoxale parce que lui, ce personnage, il va se dévoiler qu'au bout de 30 minutes de film. Alors que là, tu cites d'abord le personnage de Hopkins, qui est le médecin. Pour moi, elle a un côté un peu séquence signature de Lynch qui arrive là comme ça en début de film, en prologue, dans un film qui est un peu moins le sien, du moins en apparence. Ben, c'est un espace mental qui va donner par la suite à quelque chose de beaucoup plus narratif, quoi. Oui, mais là où le film fonctionne très fort dans l'émotion, c'est, je pense, qu'il y a une certaine projection de la part de Lynch dans le personnage de Merrick, parce que c'est Lynch à cette époque, il arrive de ce film expérimental, assez peu grand public, très arctique et Eraserhead, et il débarque sur cette production qui est beaucoup plus cossue, plus prestigieuse. C'est pas une super production, mais c'est un film avec un casting quand même d'une autre envergure commerciale. Et je pense que dans cette acceptation, du moins dans l'acceptation du personnage de Merrick au sein, et ce besoin de reconnaissance de Merrick au sein de la société, c'est aussi un peu ce qui se passe de l'autre côté de la caméra dans la vie de Lynch, du moins dans sa filmographie, puisque c'est quand même avec ce film-là qu'il va bâtir son nom, asseoir son nom sur la scène internationale. Moi, je suis pas sûr de ça. Est-ce que Lynch n'est pas, je le sens pas du tout quelque part calculateur ou arriviste. Parce que À tu vois, aucun moment j'ai dit ça. Hein. Non, mais Ouais, j'ai pas compris non, ça mais non plus. voilà, tu dis que on peut voir un miroir entre John Merrick dans une espèce d'envie de reconnaissance. Moi, j'ai l'impression que si David Lynch avait réussi à faire plutôt Ronnie Rocket, peut-être qu'il aurait pu évoluer dans le milieu expérimental, hardcore, tu vois, sans vraiment avoir les projecteurs sur lui, et que ça l'aurait pas vraiment dérangé. En tout cas, j'ai jamais senti chez lui une espèce d'envie d'être reconnu. Oui, mais c'est quand même un cinéaste extrêmement identifié, très marqué, qui vend sur son nom aujourd'hui, Olivier. Et moi, justement, ce que j'aime beaucoup dans Elephant Man, c'est que c'est un des rares films de sa filmographie où en fait il fait le pas de côté, où il n'est pas systématiquement dans un univers qui, à mon sens, un petit peu, à un moment donné, a fini par tourner en vase clos. Ouais. Et justement, j'aime bien ces sorties de route que sont Elephant Man, que sont Une histoire vraie, qui est justement un film aussi photographié par Freddie Francis. Et voilà, je ne sais pas si c'est le regard des spectateurs ou la vision qu'on a du cinéma de Lynch qui a fini par l'enfermer dans un certain carcan, ou si c'est lui-même qui s'y est laissé enfermer. Mais en tout cas, c'est pour ça que je célèbre et que j'apprécie autant Elephant Man aujourd'hui, parce que justement, il présente une autre versant de la filmographie de Lynch qu'on voit assez peu finalement. Ouais, c'est ça. Merci messieurs. Eh bien, pour paraphraser Thomas Rozek, notre temps est écoulé. Nous avons déjà bien parlé de Elephant Man. Merci pour ces appréciations, merci pour vos éclairages. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et confinement oblige, peut-être se retrouvera-t-on d'ici une dizaine de jours. Merci et à bientôt. Au revoir.